le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette troisième vidéo sur le sujet de la dépendance affective, nous allons voir que les personnes trop dépendantes affectivement souffrent d'immaturité affective et compensent les carences affectives de leur enfant intérieur. Alors, exceptionnellement, j'ai mis le t-shirt en lien avec la vidéo, donc sur Sophie la girafe. Seul l'autre peut me rendre heureux. Telle est la croyance profondément ancrée des dépendants affectifs pathologiques. Si nous avions affaire à des enfants, à un âge où les parents sont censés s'occuper d'eux, presque constamment, où ils ont pour tâche d'être attentifs aux besoins de leurs petits qui doivent être au centre de leurs préoccupations, cette certitude serait tout à fait acceptable. Mais nous parlons ici d'adultes. Personne n'a plus à les nourrir, à les vêtir, à leur chanter des chansons pour les endormir, à les relever quand ils tombent et à souffler sur leurs bobos pour sécuriser leur environnement. En ce temps-là, devrait être résolu. Pourtant, les personnes souffrant d'immaturité affective sont encore dans cette attente d'une figure qui est toujours là. Dieu personnel ou ange protecteur. Un Dieu protecteur qui se porte garant de leur sécurité affective, bien sûr, et qui les prenne en charge, qui les sauve et les rassure, qui justifie leur existence, qui les guide. L'immaturité affective est beaucoup plus fréquente que l'on imagine, même chez des individus tout à fait adultes dans d'autres domaines de leur vie. Elle se traduit par des comportements éminemment possessifs et très exigeants. Cela pousse les dépendants affectifs pathologiques à vivre des relations de type parent-enfant malsaines, pas toujours satisfaisantes ni épanouissantes, loin s'en faut, mais que les partenaires ne veulent surtout pas rompre car la solitude les attendrait au détour de la séparation. La dépendance est trop forte pour être transgressée. Trop grand est le besoin de la présence de l'autre, de son approbation. Il ne s'agit donc plus pour eux de l'envie d'aimer et d'être aimé. Le manque de sécurité affective dans l'enfance l'a transformé en besoin, source de la trop grande dépendance. Un besoin qui les contrôle totalement, un besoin jamais totalement assouvi. L'autre n'est donc pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Nous allons voir donc la terreur de la solitude. La dépendance affective problématique est donc née dans le creuset de l'insécurité affective de l'enfance et de l'adolescence. Chez les adultes, elle se traduit immanquablement par une évitable terreur de l'isolement. C'est pourquoi leurs comportements sont dictés par l'évitement de la solitude. Les grands dépendants affectifs ne trouvent d'intérêt à la vie que si un autre la rend attrayante. Ne s'aimant pas, comment pourraient-ils vivre un seul instant en bon accord avec eux-mêmes? C'est pourquoi ils croient ne pouvoir vivre que par l'autre, ce magicien qui seul sait raviver l'étincelle de vie qui demeure au plus profond d'eux. Cette terreur de l'isolement est vécue comme une angoisse de séparation, une angoisse de mort, d'autant plus que l'isolement contraindrait à l'apprentissage de l'autonomie. Les personnes trop dépendantes se ressentent comme impuissantes à gérer seules leur vie, démunies de toute ressource, incapables d'exister sans l'autre. Ce qui explique les nombreuses somatisations et les comportements compulsifs visant à éloigner l'angoisse née de l'insécurité affective. Cette peur quasi panique génère des attitudes d'oubli total de soi pour se consacrer, se dévouer parfaitement et uniquement à l'autre, aux autres. Le refoulement des émotions génère toujours des somatisations, tout comme leur déni. Le mental et le physique forment un tout. Il est impossible de les dissocier. D'autant plus que nos émotions s'inscrivent en premier lieu dans notre corps et participent à nos processus mentaux et intellectuels. C'est en s'oubliant elles-mêmes au profit d'autrui que ces personnes ont le sentiment de vivre pleinement. Aimer pour deux ne rebute pas les grands dépendants affectifs et, même devant l'inéluctable, ils se prennent à espérer encore, à croire en un renouveau de la relation. Pour eux, il est toujours préférable de maintenir une relation, même destructrice, plutôt que de vivre la solitude. Plus elles craignent la solitude, et plus elles sont persuadées d'aimer. Mais ce n'est pas l'être qui est aimé, mais ce qui l'apporte, une protection contre l'isolement. L'autre étant utilisé, il va de soi qu'il est également mal aimé de façon très incomplète, partielle. La peur de perdre l'autre équivaut à la terreur de l'isolement puisque les dépendants affectifs pathologiques sont persuadés qu'ils ne survivront pas à cette perte, que la souffrance résultant du manque les terrassera. L'obsession des autres fait partie des caractéristiques des personnes trop dépendantes affectivement. Se considérant eux-mêmes de peu d'intérêt, ils sont constamment à l'écoute des autres, de leurs pensées, émotions, projets,
ce qui évite de se pencher sur ses propres émotions. Maintenant, nous allons voir se perdre dans l'autre la fusion. La fusion consiste à désirer se fondre, se dissoudre dans l'autre et réciproquement, car dans cette forme d'amour, ou plutôt d'illusion d'amour, le soi est extrêmement valorisé par le regard de l'autre. Évidemment, le désir de ne faire qu'un avec l'autre est la conséquence à la fois de l'immaturité affective et de la terreur de l'isolement. Le contraire de la fusion étant la séparation. Plus je me confonds avec l'autre, plus j'ai de la valeur. Plus je m'oublie et m'éloigne de moi jusqu'à ne plus du tout savoir qui je suis. Cette fusion est donc souhaitable. Elle repousse l'angoisse de séparation et permet de trouver une sécurité affective. Tel un enfant abandonné, la personne qui se retrouve seule semble avoir perdu tous ses repères, car elle ne vivait qu'en fonction des désirs de l'autre. Elle avait depuis bien longtemps renoncé à exprimer le moindre désir, la moindre envie personnelle. Il lui faut réapprendre à vivre. Lorsqu'un individu est très fusionnel, il ne peut supporter un seul instant que l'autre montre des velléités de prise de distance. Ce comportement insatiable risque pourtant d'effrayer cet autre qui aura de plus en plus envie de se protéger en prenant de la distance. La vulnérabilité des grands dépendants affectifs est proportionnelle à l'importance du lien, ce qui explique l'escalade de leurs exigences. Voyons maintenant leurs attentes impossibles à satisfaire. Les attentes des dépendants affectifs pathologiques sont gigantesques et inadaptées, d'autant plus impossibles à satisfaire qu'elles se confondent avec celles de l'enfant. Devenu adulte, il espère encore recevoir les marques d'amour qu'il aurait dû recevoir de ses parents. Malheureusement pour eux, les dépendants affectifs, dans leur pensée magique enfantine, y croient encore, sans que cela soit conscientisé. Ils attendent de l'autre d'être pour lui la personne la plus importante au monde. Une exigence totalement illusoire. Ils attendent toutes les attentions, toutes les preuves d'amour qui leur prouveront qu'ils sont aimés, aimables et dans la durée. Et toute défaillance n'engendrera que de la colère et du ressentiment. Les marques d'amour seront toujours insuffisantes, quoi qu'ils fassent, car inappropriées à la réalité du présent. Elles demeurent fixées à un passé douloureux qui ne changera jamais. Alors comment aimer l'autre si l'on ne s'aime pas soi-même? Il est troublant à l'écoute des patients en dépendance affective pathologique de reconnaître qu'ils demandent tous à être aimés, sans parler d'offrir la réciproque, donner de l'amour. Ils sont ainsi persuadés et ils se persuadent même qu'ils aiment, qu'ils savent aimer. Pourtant, il est admis que l'on ne peut bien aimer que si l'on s'aime suffisamment soi-même, qu'il est impossible de donner de l'amour s'il n'existe pas en soi, pour soi. En toute logique, on ne peut offrir à l'autre que ce qui est en soi. Ce doute émis sur la qualité d'amour des grands dépendants affectifs n'est pas simple à admettre, mais c'est ainsi. Le psychiatre américain Irvin Yalom emploie des termes encore plus forts, évoquant la perspective utilitaire de ces types d'attachement, ce qui signifie que l'on ne recherche que ce qui va combler nos besoins, les autres aspects de la personnalité de la personne que l'on croit sincèrement aimer étant méconnus, ou pire, à peine supportés. Il s'agit donc d'un amour partiel et non de l'amour de l'individu tel qu'il est dans sa globalité. Les êtres aimés ne seraient alors que des pourvoyeurs de produits de première nécessité, dont la justification de l'existence sur Terre serait réduite à la satisfaction du besoin d'amour des dépendants affectifs pathologiques. Cette approche utilitariste ne peut en aucun cas se substituer à de l'amour. Aucune relation de qualité ne peut être envisagée sur la base de la terreur de la solitude, car ce genre d'amour-là, centré uniquement sur ce que l'on va recevoir, tout en croyant satisfaire les désirs de l'autre, n'est pas de l'amour, mais un besoin d'amour. Le besoin d'amour est tellement avide, tellement insatiable que nul être au monde ne pourra jamais le satisfaire complètement et dans la durée. L'immaturité affective cause ainsi de grands dommages émotionnels et relationnels. La terreur de l'isolement, le désir de fusion avec l'autre au prix de la perte de la conscience de soi, les attentes impossibles à satisfaire, et l'incapacité à offrir un véritable amour sont malheureusement le lot commun de la vie si douloureuse des dépendants affectifs problématiques et pathologiques. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum. Pour ma partie, c'est fini, à vous d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo.
C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.